Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi, on vous souhaite la bienvenue avec Nicolas Leroy qui est avec nous jusqu'à 20h. Charles Marinakis avec nous, président de Century 21. Olivier Descamps, CEO du groupe IAD. Henri Buzicazo est président de l'Institut du Management et des Services Immobiliers, membre du Conseil National de l'Habitat. Petit état des lieux sur, par exemple, avec vous, Charles Marinakis, de l'immobilier. Grosse crise 2023. Aujourd'hui, est-ce que les choses s'apaisent un petit peu ou est-ce qu'on est encore dans une descente ? Non, les choses se sont apaisées, en tout cas pour la part qui nous concerne le plus, c'est-à-dire les transactions dans l'immobilier résidentiel. Vous savez, le marché de l'immobilier, c'est 3 segments de marché. C'est le neuf, mais là, je crois que tout le monde connaît la situation de l'immobilier neuf aujourd'hui et des promoteurs. C'est l'immobilier locatif privé essentiellement, et puis la transaction dans le résidentiel. La transaction dans le résidentiel, c'est un marché qui a toujours été autonome, qui s'est autorégulé depuis la nuit des temps. Il a été dérégulé de manière très significative depuis le premier trimestre 2022 et il a retrouvé des couleurs, tout simplement parce que les taux ont été ajustés à la baisse 3 fois en 6 mois, ce qui lui a redonné une bouffée d'oxygène et tout le monde, je crois, en tout cas nous en particulier, on a fait un bon été. Et puis la tendance est plutôt bonne avec un atterrissage à la fin de l'année qui devrait nous permettre de faire des chiffres cohérents. Voilà. Alors globalement, la volumétrie des transactions aura quand même baissé dans l'année, mais on va dire que le deuxième semestre va un peu nous permettre de retomber grosso modo sur nos pattes. Voilà. Donc c'est plutôt encourageant pour l'avenir et la tendance de l'inflation est plutôt à la baisse. C'est l'indicateur, on suit les taux de crédit. En fait, le vrai mistigris de l'économie moderne, c'est l'inflation. Je vous rappelle que c'est lorsque l'inflation au premier trimestre 2022 s'est envolée que les taux l'ont accompagné, parce que la Banque centrale a ça comme repère intangible. Et maintenant qu'on retrouve des niveaux d'inflation qui étaient annoncés à 1,5 en moyenne, on peut espérer encore aller peut-être une petite baisse de taux en début 2025. Ce serait sympa. Est-ce que c'est les taux mécaniquement qui vont relancer le secteur ? Et est-ce que la conjoncture peut être incertaine avec qu'on voit l'augmentation des impôts ? Est-ce que ça va pas justement ralentir cette baisse mécanique des taux ? Pour être tout à fait précis, c'est la conjonction de 2 facteurs qui a permis au marché de retrouver des couleurs. La baisse des taux incontestablement, mais aussi l'ajustement des prix. Voilà. Il faut bien comprendre que sur les 18 derniers mois, les prix ont baissé de l'ordre de entre 10, 12, 15% dans certaines régions de France. Et c'est la conjonction des deux. Si vous voulez, cette tendance de la décroissance à la fois des taux et des prix, on n'avait pas vu depuis longtemps, parce qu'on avait vu soit des taux à la baisse mais des prix à la hausse, des taux à la hausse et des prix qui restaient relativement hauts. Voilà, et là on arrivait enfin à une convergence, si vous voulez, entre une baisse des prix et une baisse des taux. Et cette convergence a permis de redonner, encore une fois, du dynamisme à ce marché de transactions. Et moi, ce que j'ai observé cet été, moi j'ai cru comme vous que la dissolution allait freiner le marché. En me disant, les acquéreurs, il va y avoir une incertitude fiscale, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quel gouvernement, quelle tendance, quel positionnement, etc. Et en fait, c'est passé un peu le contraire. Les acheteurs ont dit, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc finalement, ils ont décidé de saisir l'opportunité d'une première baisse des taux et ils ont acheté, en tout cas, ils ont réactivé leur projet, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, je pense qu'ils vont continuer à le faire. Henri en parlera probablement tout à l'heure, mais la visibilité est absolument nulle sur la politique du gouvernement aujourd'hui. On ne sait pas trop où on va. Donc on je crois qu'on va se débrouiller. Voilà, De toute façon, vous savez, ça fait 30 ans qu'on se débrouille sans le gouvernement, en ce qui nous concerne. Donc, Olivier Descamps, vous êtes CEO du groupe IAD. On remarque aussi que les vendeurs n'ont pas bradé, en tout cas, leurs biens. Est-ce que ça participe aussi à la stabilité du marché, à ne pas faire peur à tout le monde et affoler finalement les éventuels acheteurs ? Oui, mais un peu comme le disait Charles, on a dans le marché de vendeurs, on a 2 typologies. On a les vendeurs qui vendent par nécessité et les vendeurs qui sont des vendeurs de confort. Nécessité, c'est-à-dire, on connaît tous, je divorce, je suis muté, la famille s'agrandit. Eux n'ont pas d'autre choix que de vendre. Donc, on dit que le marché a fortement régressé. C'est quand même 750 000, 780 000 transactions sur un an. Donc, on l'a bien vu. Par contre, ce qu'on a perdu, ce sont toutes ces ventes de confort. C'est-à-dire, si je ne suis pas sous la pression d'une mutation, sous la pression d'un divorce, si je puis dire, je garde. Je garde. Je garde. Et donc, finalement, on pourrait presque dire que les vendeurs, parce que les prix ont baissé, mais pas tant que ça. Il y a des grosses variations selon on a un baromètre là qu'on suit mensuellement, ont baissé selon certains territoires. Mais finalement, les vendeurs ont presque gagné le match. Ils ont tenu.
la baisse des taux dans certains bassins a fait qu'aujourd'hui le vendeur a dit finalement, puisque le taux a baissé, votre capacité de remboursement c'est un peu... Ça a baissé de combien là? Parce que c'était aux alentours de 4%. On en est où là aujourd'hui? Aujourd'hui, les plus optimistes annoncent 3,05 fin d'année, début janvier. Si la BCE... donc on va dire que le 1 point sera gagné. Donc c'est assez gigantesque. Et nous, on a beaucoup d'acquéreurs qui étaient non finançables il y a 8-10 mois qui sont redevenus finançables. Oui, c'est ça. On le voit. Donc ça, c'est important. Est-ce que la politique fiscale va pas faire fuir justement une population qui avait un fort pouvoir d'achat sur l'immobilier, étrangère ou pas, et est-ce que justement il y a un risque que cette politique fiscale casse un peu la reprise, notamment pour tout ce qui est immobilier de luxe? Alors, sur le luxe, je pense pas. Il y a une forme d'attentisme sur les propriétaires bailleurs investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui veulent investir pour mettre en location se disent, tiens, je suis parfois coincé avec toute la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des loyers plafonnés, il y a des biens qu'il faut rénover pour mettre en location, comment je fais? Et deuxièmement, c'est la fiscalité. La fiscalité d'aujourd'hui sera laquelle dans 2 ans, dans 3 ans. Donc si le propriétaire bailleur, et Henri en parlera peut-être, on a parlé souvent du statut du bailleur privé, de dire mais finalement j'investis comme un chef d'entreprise, mais si dans 5 ans ou dans 7 ans la fiscalité change complètement, la rentabilité de mon investissement ne sera pas là. Donc l'incertitude de la fiscalité, elle va porter sur les propriétaires bailleurs, investisseurs qui mettent en location leurs biens. Henri, justement, Buzzi-Gazol, alors ça fait 2 fois qu'on parle de vous. La fragilité du gouvernement ne vous atteint pas. Comment c'est possible en fait? Moi, je dirais pas qu'elle nous atteint pas. Il est certain que les déterminants les plus forts, ils ont été cités, ce sont les taux. Et là, on arrive à une situation avec laquelle il va falloir apprendre à vivre et qui sera saine pendant des années, c'est-à-dire autour de 3%, peut-être 2,5% un jour. On était à des niveaux qui étaient pathologiques. Voilà. Les banques se porteront mieux, le système se portera mieux. Il faut dire aussi que les salaires ont augmenté et vont devoir couvrir cette inflation. C'est en train de se faire. Et puis les prix. Et l'ajustement des prix, je crois qu'il va encore continuer. On ne parle pas d'effondrement, on parle d'ajustement. Avec les taux et les prix, les quelques 30% des Français qui étaient sortis du marché violemment avec l'inflation, eh bien il y en a une partie qui est revenue. Ce que dit Charles, ce que dit Olivier ne fait pas de doute. Une partie. Alors combien? Peut-être un tiers de ces 30%, peut-être une petite moitié. Je dis aussi à Charles et Olivier que ce sont des performeurs. Il y a aujourd'hui des acteurs sur le marché qui souffrent davantage. Bon, voilà, on a 2 enseignes, c'est pas pour l'envoyer des fleurs, c'est des enseignes très dynamiques, avec beaucoup d'agilité, des outils, des méthodes, et qui ont su réagir. Oublions pas ceux qui souffrent. Un tiers du marché qui s'évapore, c'est très très violent. Et bien sûr, les acteurs du neuf, n'en parlons pas. Donc les métiers du flux, vous parliez des métiers de la commission, les métiers du flux surtout, ceux qui fabriquent et ceux qui sont dans les transactions, souffrent. Alors, les conditions politiques, aujourd'hui, on ne sait pas. Vous suivez ça tous les jours. Moi, je suis de ceux qui sont observateurs. C'est des amendements dans tous les sens. Il faut attendre le 31 décembre, sachons-le, pour connaître les conditions économiques et fiscales qui vont gouverner 2025. Jusque-là, ça va bouger. Le texte est à l'Assemblée. Il va partir au Sénat. Et des amendements de toutes sortes. Tout à l'heure, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a voté une taxe sur les propriétaires investisseurs de 2,5% pour alimenter un fonds de sécurisation des loyers. Bon, je vous dis pas ce que j'en pense, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que peut-être que ça va disparaître, peut-être que ça va rester. Les propriétaires investisseurs, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ils voient que... Donc ils sont en attente. Alors ils voient que le statut fiscal qu'on demandait, il n'est pas là, mais ils voient que les impôts risquent de leur tomber dessus. Et même ceux qui achètent leur résidence principale. On parle aujourd'hui, non pas de rétablir la taxe d'habitation, mais peut-être de rétablir une autre taxe, d'inventer une autre taxe. Ce manque de visibilité, il s'est un peu réduit. On a un gouvernement. Il y a quelques semaines, on n'en avait pas. On a une ministre du Logement qui est une femme de très grande qualité, qui a la confiance du secteur et des Français. Mais franchement, il y a de l'illisibilité et ça porte préjudice. Allez, les 2 mois qui viennent vont pas être 2 mois magiques pour les transactions dans notre pays, c'est clair. Charles Marinakis, derrière ces réglementations et derrière ces grandes enseignes, il y a des gens, il y a des métiers aujourd'hui qui souffrent en tension. Est-ce que vous avez soyons clairs, eu une vague de gens qui ont quitté la profession en disant nous c'est trop compliqué? Alors oui, alors une vague, je ne sais pas si c'est dans ces proportions-là, mais comme l'a dit tout à l'heure Eric, et l'analyse était bonne, c'est le marché de l'immobilier, notamment celui de la transaction où la notion de variable est importante, à contrario des métiers de gestionnaire ou de copropriété ou même dans le neuf.
dans la transaction dans l'ancien, une grande partie des forces commerciales sont payées exclusivement à la commission. Donc forcément, quand le marché, la source se tarit et que le marché se contracte, ça crée une espèce d'affolement général pour celles et ceux qui n'ont pas encore traversé de crise, et on en a beaucoup qui malheureusement dans nos équipes n'avaient pas encore connu des crises de cette violence, que Henri Bugicazo l'a rappelé, c'est violent la manière dont la brutalité dans le marché s'est contractée. Donc ceux qui n'étaient pas suffisamment aguerris ont eu, c'est vrai, plutôt la tendance de le quitter. Et puis c'est vrai que nos amis, la presse aussi, a pas rendu le marché de l'immobilier très sexy. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais quand vous vous apercevez que c'est la crise, c'est la fin du monde, on va plus vendre une maison, il va plus rien se passer. C'est pas très attractif pour nos amis les candidats. Voilà. Donc c'est vrai que la conjonction des deux a fait que oui, on a décruté forcément au même titre que nos confrères. Peut-être un peu moins parce qu'on a la chance d'avoir un réseau qui a 37 ans d'âge et qui est bien ancré dans la cité, qui est bien structuré, etc. Mais on a quand même décruté incontestablement. La bonne nouvelle, et vous l'avez dit, c'est que si vous avez beaucoup d'annonces et que de nouveau les agences Century 21 se sont mises à recruter de nouveau parce qu'elles voient bien que le marché frémit et que de nouveau le volume des transactions va être au rendez-vous, et que nous on a cette chance que notre valeur ajoutée ce sont nos équipes. Voilà. Donc les effectifs sont en train de se reconstituer, peut-être un peu plus vite un peu plus doucement. Ça veut dire qu'il y en a qui reviennent, décidément, reviennent, non, parce que je pense qu'il y en a qui ont tourné la page de l'immobilier, puis après tout, c'est pas incohérent non plus, voilà. Vous savez, l'immobilier, mon prédécesseur disait, on y vient par hasard, on y reste par passion. Tout le monde ne trouve pas sa passion dans l'immobilier, voilà. Donc il faut aussi accepter ça en matière de turnover. Nous, on est passionnés, donc on a plus ce débat-là. Mais en tout cas, on a lancé une très belle campagne de recrutement pendant la totalité du mois d'octobre. Vous l'avez vu en affichage, en télé, bien sûr sur les réseaux sociaux, sur les médias, qui est assez punchy, assez coloré, très attractif, qui prend des faits de vie et des choses qui sont la réalité de nos métiers. C'est quand même un métier super, l'immobilier. Vous avez une certaine liberté d'action, vous pouvez bien gagner votre vie, vous avez une équipe, un esprit d'équipe, vous avez un encadrement, vous créez de la valeur ajoutée, vous réalisez des projets avec les gens. Non, mais c'est un des métiers, je disais tout à l'heure, un très bel ascenseur social. C'est un bel ascenseur social. C'est un bel ascenseur social. Regardez, on serait resté en bas de l'escalier s'il n'y avait pas eu ce métier-là. Alors justement, parce qu'il faut préciser que les deux modèles IAD et Century 21 sont très différents. Vous avez des agents immobiliers salariés. Là, vous avez des agents immobiliers qui sont des entrepreneurs, des indépendants. Est-ce que finalement, Olivier, votre modèle d'agent immobilier indépendant résiste mieux à la crise parce qu'effectivement, finalement, c'est vos agents immobiliers qui sont un peu valables d'ajustement pour traverser la crise. Alors par rapport à l'intro, c'est qu'entre Century et IAD, Century est un modèle hybride, des salariés et aussi des agents co qui sont des indépendants. Nous, on est exclusivement des indépendants. Donc nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'on a eu, nous, des départs, on a des gens qui ont quitté le réseau, mais surtout vu beaucoup moins de monde qui nous ont rejoints. Et c'est parce que vous êtes sur une croissance folle, vous. Nous, on est sur une très forte croissance. Donc aujourd'hui, nous, on est un recruteur important, si on peut employer ce mot-là. La moyenne d'âge chez vous, c'est quoi? La moyenne d'âge, elle est autour de 44 ans chez nous. D'accord, donc c'est aussi de la reconversion. Nous, c'est majoritairement de la reconversion. Ça. On a vu un phénomène nouveau durant cette crise qu'on vient de passer, c'est beaucoup de professionnels qui nous ont rejoints. On était sur 12% de pros qui rejoignaient les mandataires. On est monté le mois dernier à 27%, et aujourd'hui, on se stabilise autour de 20-22%. Donc c'est assez important, mais nous on a surtout vu beaucoup moins d'entrées, parce que la croissance dont vous parliez importante d'IAD, aujourd'hui on est le plus grand réseau à la fois en transactions et en taille aussi, avec près de 14 000 conseillers. On a eu un réseau qui a baissé en taille, mais baissé par beaucoup moins d'entrées, parce que ce que dit Charles, l'immobilier bashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous répète tous les matins en ouvrant la radio, ça va pas bien, les taux augmentent, attention, il se passe ça, l'immobilier c'est compliqué, on n'a pas envie de s'y reconvertir, donc on a eu plus de monde qui n'a pas eu envie de venir, ce qui a un peu freiné la croissance et qui a augmenté un peu les départs. Mais surtout la croissance, les entrées qui ont été un peu moins fortes. Le modèle résiste plus. Nous, on voit, notamment dans les parts de marché qu'on peut prendre, quand le marché est en croissance, on est globalement de l'ordre de 10 points de mieux que le marché. Quand le marché décroît, on fait 6 points de moins bien que le marché. Donc on préfère les marchés en croissance, mais le modèle résiste un peu mieux. On préfère tout ça, mais donc on l'a vérifié. Donc nous qui sommes jeunes, on a à peine 16 ans, on a pu vérifier que le modèle d'indépendant, le modèle d'entrepreneur 100%, permet de redémarrer plus vite, permet de décélérer moins vite et donc d'être quelque part un peu plus agile. Pourquoi ? Parce qu'on a tous souffert. Moi, je ne connais pas un pôle immobilier
dans le neuf, c'est encore plus vrai, mais même nous, dans la transaction résidentielle dans l'ancien, on a tous souffert. L'année a été moins bonne que la précédente. Mais là, on voit une accélération forte. C'est-à-dire que depuis quelques mois, depuis 2 mois, par exemple, pour donner un chiffre, en paritoire de chiffres, nous, sur le cumul de septembre et octobre, c'est 1000 personnes qui ont rejoint. 1000 personnes. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, à partir du moment où les taux sont repartis, à partir du moment où on a vu une image... Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, une meilleure image sur l'immobilier, automatiquement. Pourquoi ? Parce que nous, on a des indépendants mandataires qui sont nos recruteurs, nos développeurs. Donc, quand la confiance revient auprès des agents d'IAD, ils disent ok, je vais donc y aller puisque maintenant j'ai confiance dans le marché et je vais pas demander à quelqu'un de me rejoindre, alors que moi-même le marché je vois pas très bien, comme dit souvent Henri, je vois pas très clair. J'ai de la visibilité, les taux remarquent, mon affaire fonctionne bien, mon équipe fonctionne bien. Je me remets en proposition et donc on a cette accélération, mais qui est récente, qui a démarré là depuis le mois de septembre. On va en parler dans un instant avec des nouvelles positives, parce que si le marché repart, ça veut dire que retour effectivement des CV chez nos acteurs autour de cette table. On en parle dans un instant, à tout de suite. On ne peut pas être mieux entouré qu'aujourd'hui dans cette émission montée de toutes pièces par Nicolas Leroy qui m'accompagne, qui s'occupe du recrutement chez Fiducial. Merci beaucoup. Charles Marinakis est avec nous, président de Century 21, Olivier Descamps, CEO du groupe IAD, Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers et membre du Conseil national de l'habitat. Éric Graussi est avec nous de chez Indeed. On faisait un état des lieux avec vous sur le marché de l'emploi. Est-ce que ce drame qui est arrivé, la crise 2023, a un impact sur l'ensemble de l'emploi en France ? Oui, alors avant même la rémunération, etc., le premier frein à l'emploi, c'est la mobilité géographique. Et donc, mécaniquement, souvent, il faut se loger près de près de son travail, près de son lieu de vie, où on passe la plupart de son temps. Depuis le Covid, les gens ne veulent plus passer du temps, de l'énergie et alors déjà, économiquement, c'est pas bon. D'accord. Équilibre vie pro, vie perso, c'est pas bon. Et écologiquement, c'est pas bon non plus. Donc, je veux travailler le plus proche possible de mon domicile. Et donc, quand je peux pas me rapprocher, je ne bouge pas. Et donc, on voit que sur tout un tas de métiers, col bleu, col blanc, c'est pas cadre et non cadre, etc. Ça a été un vrai frein. Et je parle pas Paris-Province, c'est même au sein de la banlieue parisienne, etc. Si je n'arrive pas à bouger, je ne change pas de travail. Donc, pour certaines entreprises, ça a créé de vrais soucis. Et je parle même pas des familles qui s'agrandissent, etc., ou des étudiants qui ont énormément de mal à se loger. Alors, au-delà de l'impact sur l'emploi, Henri Buzicazo, il y a des impacts sociétaux sur cette crise de l'immobilier. On parlait justement d'impact sur l'emploi, mais il y en a plus généralement sur l'ensemble de la famille et sur la jeunesse, par exemple. La démographie. La réindustrialisation du pays, qui est un objectif majeur du président de la République, et on y souscrit tous, elle ne se passera pas tant qu'il n'y aura pas de logement. À Dunkerque arrivent 3 gigafactories, 16 500 ménages vont s'y établir. Quelques-uns habitent déjà la métropole, ils sont rares, c'est des emplois très qualifiés qui viennent d'ailleurs. Comment loge-t-on 16 500 personnes ? Il y a déjà 2 de ces gigafactories qui se demandent si elles vont confirmer leur arrivée en France. Voilà, une illustration. Chiffre CPME, près d'un emploi sur 5 n'est pas pris, ce que tu viens de dire est vrai, par celui qui était recruté, pré-recruté, parce qu'il ne trouve pas le logement à proximité. Je continue, c'est une triste litanie. Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut, justement, après le gouvernement est en train, parce qu'il est en train, enfin, ce gouvernement, cette ministre, de sentir ce que je suis en train de dire. Mais il faut être auprès de l'opinion pour savoir ça. Quand on est dans une agence immobilière, on le voit, ça. Vous avez un étudiant sur 2 de l'enseignement supérieur qui ne va pas dans l'école ou dans l'université qu'il avait pris, pour cette raison-là. Au moment où on parle, 80% des places de camping à Lyon sont occupées par des étudiants. Voilà, pas parce qu'ils aiment le camping, oui, on se comprend. Non, parce que j'ai déjà entendu cette plaisanterie. Ça veut dire que quand on écoute ce que vous dites, ça veut dire que dans combien de temps il faut imaginer le temps de trouver du logement, de créer des logements neufs. Il est certain que l'urgence, je crois qu'elle a été déclarée là. Bon, les transactions repartent. Il faut bien sûr que les investisseurs dont parlait Olivier, c'est-à-dire les ménages qui achètent un logement pour le louer, reviennent au rendez-vous. Il y en a 1 sur 2 qui a disparu depuis 3 ans. Voilà, parce que fiscalité pas stable, on ne sait pas où on va, etc. Il faut que ça se stabilise. J'espère très vivement dans les semaines qui viennent. Et ensuite, on aura quelque chose qui va repartir. La construction, malheureusement, elle va mettre 3, 4, 5 ans à
montrer ses fruits. Donc ces difficultés de se loger, on ne va pas les effacer de l'ardoise du jour au lendemain. Alors, mais il faut y répondre. Le gouvernement arrête le Pinel. Aujourd'hui, il y a quand même des signaux qui ne sont pas tout à fait encourageants pour justement aller dans ce sens. Voilà un sujet, parce que sur d'autres, on a des indicateurs favorables. Par exemple, le prêt à taux zéro, il va même réintégrer la maison individuelle qui en était exclue. En toute hypothèse, hein, on va avoir un prêt à taux zéro sur tout le territoire, ouvert à ce type d'habitat individuel. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Attendons le 31 décembre. Pour l'investisseur, à ce jour, qu'est-ce qu'il y a? On attend une mesure fiscale qui pourrait favoriser, pour ceux qui achètent un logement et qui le louent, les donations et les successions avec des frais réduits. Bon, une mesure qui donnerait envie d'acheter parce qu'on pourrait transmettre aisément. Le statut fiscal dont parlait Olivier, on l'attend. On nous dit on l'aura pas dans cette loi de finances, ça on le sait. Est-ce qu'on l'aura dans quelques mois? C'est le maillon faible. L'investisseur, pour louer, et l'offre locative, Charles l'a dit, elle est catastrophiquement insuffisante. Catastrophiquement. Aujourd'hui, il faut quand même voir que une agence à Bordeaux, par exemple, parce que l'autre jour, j'intervenais pour aider quelqu'un. Bon, comment on le fait? On se dit qu'on peut le faire et on le fait volontiers. Mais enfin, bon, avec des limites. Eh bien, j'appelle un très gros opérateur des logements, et notamment pour étudiants. Il avait 9 logements à louer. C'est le 3e loueur de Bordeaux. 9 logements à louer, tout type confondu. Studios, appartements familiaux. 970 demandes. Voilà, la proportion, vous l'avez là. Et on vit ça dans les agences de Century, de tous les réseaux, évidemment. Donc il faut y remédier d'urgence. Alors, moi ce que je voudrais quand même dire, c'est que une chose sur l'attractivité de ces métiers. On a parlé des reconvertis qui sont un peu moins nombreux au rendez-vous parce qu'ils voient que le marché, voilà, plus ce qu'on en dit. Les jeunes qui entrent dans des filières de formation. J'allais y venir. Donc voilà, mon école est présente dans une dizaine de villes, on est quelques écoles, hein, on n'est pas nombreux. Eh bien, on éprouve que les jeunes, voire les moins jeunes, qui viennent faire un bachelor, un master, un BTS, ils sont au rendez-vous de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent ce que disait Charles. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Du sens. D'accord. Du sens, comme on dit aujourd'hui. Okay. C'est un métier dans lequel vous levez le matin, vous ne vous demandez pas à quoi vous servez. Vous ne demandez pas quelle est votre utilité sociale. Et dans un repas d'amis, dans une émission comme celle-ci, voilà, vous voyez bien que ces sujets-là, ils sont cruciaux. Et très vite, on parle de logement. On parle de santé, de logement. Globalement, c'est les deux grands sujets. Voilà, donc ils viennent chercher du sens. Les jeunes, aujourd'hui, veulent ça avant même de regarder le salaire. Et puis, ils regardent le salaire après. Mais c'est le deuxième critère. Et puis, ils se disent, je vais entrer dans un cycle d'études, ça va durer souvent 2 ans. C'est-à-dire, je vais faire un BTS, je vais prolonger avec un bac plus 3. Sur quel métier on arrivera? Et troisièmement, ils se disent qu'il y a une diversité de métiers. Voilà, c'est ça. Charles disait, et tu le soulignais aussi, il y a des métiers aujourd'hui qui souffrent beaucoup moins que d'autres, les métiers de la gestion. Bon, les immeubles, ils ont besoin de gérer. Cet immeuble dans lequel on est, il faut bien le gérer, s'en occuper, l'entretenir. Ça ne change pas, quelle que soit la crise. Un marché qui certes peut se réduire, mais qui est très robuste, parce que c'est un marché de besoin. Tu le rappelais tout à l'heure. On est passé d'1 million à 800 000 transactions, on n'est pas passé à 300 000. Bon, il n'y a pas un effondrement, il y a des besoins. Les métiers du neuf, aujourd'hui, ne vont pas très bien, mais dans 3 ans, pour ceux qui font une formation de 3 ou 4 ans, le cycle se sera inversé, heureusement. Et puis il y a le logement social, voilà, je le dis aussi, pour lequel on construit et on gère, hein, les logements HLM, qui attirent beaucoup les jeunes aujourd'hui, parce que là, le sens, il est encore plus fort. On va accompagner des ménages qui sont plus fragiles. Charles Marinakis, président de Century 21, aujourd'hui, des acteurs majeurs tels que vous se diversifient largement, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent peut-être à de nouveaux métiers aujourd'hui. Alors nous, on a fait ça depuis longtemps déjà, parce qu'effectivement, on doit être capable d'offrir une palette de services à nos clients. L'essentiel, vous les connaissez, bien sûr, la transaction, la location, mais aussi la gestion immobilière, c'est-à-dire les métiers de l'administration de biens, où on administre pour le compte des bailleurs. Et Dieu sait si la législation s'est sophistiquée en la matière et qu'il est vraiment maintenant nécessaire de transiter par des professionnels. Il y a évidemment l'activité de syndic de copropriété qui, comme l'a rappelé Henri, les immeubles méritent d'être entretenus et tout ça est d'autant plus important qu'il y a un enjeu de rénovation énergétique aujourd'hui, pas seulement sur les logements mais aussi sur les immeubles en matière de rénovation de copropriété.
Et puis nous, on a lancé maintenant depuis 20 ans une branche commerce. En fait, on a une division qui s'appelle Century 20 ans entreprise et commerce. On a une trentaine d'agences qui ne font que des sessions de commerce, de locaux commerciaux, de droit au bail, et puis un peu d'immobilier entreprise aussi. Et puis le dernier né, qui a pas tout à fait 18 mois, qui est Fine Homes and Real Estate, qui est la branche de luxe, qui se porte très bien. Alors paradoxalement, le luxe en France, sachez-le, se porte très bien. D'abord parce que le levier de l'emprunt, ils ont souvent pas besoin. Et puis aussi parce que la zone dollar a retrouvé un niveau de parité avec la zone euro. Et du coup, c'est moins cher aujourd'hui d'acheter un appartement à Paris que de l'acheter à New York ou à Boston ou à Washington. Voilà. Donc on a beaucoup d'investisseurs. Donc c'est vrai qu'on a ouvert la totalité des palettes. On est probablement un des seuls réseaux à présenter la totalité de l'offre immobilière. Maintenant, c'est vrai, ce à quoi nous réfléchissons, c'est un élargissement à ce que j'appelle tous les services qui sont connexes et annexes. Et notre rattachement au groupe Arche, de ce point de vue-là, nous a ouvert aussi des palettes d'intervention, évidemment sur la recherche de financement, sur l'assurance, sur la réassurance, sur les conciergeries, sur le diagnostic technique et énergétique, etc. Voilà, donc on offre, c'est vrai qu'on est capable maintenant d'accompagner vraiment nos clients de A à Z, quelles que soient leurs ambitions et leurs besoins immobiliers. On a vraiment une offre de service qui est complète. Olivier Descamps, CEO du groupe IAD, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, pourquoi pas, c'est quoi les valeurs aujourd'hui quand vous cherchez quelqu'un pour travailler chez vous? Il y a forcément des dénominateurs communs sur des valeurs d'entreprise et du métier surtout. Oui, alors nous, on est né un 1er mai, un 1er 2008, parce que nos cofondateurs ont voulu réconcilier... Vous naissez le jour où on ne travaille pas. Exactement. Et on voulu la fête du travail, mais nos fondateurs ont voulu vraiment créer IAD à la vraie fête du travail où on réconcilie le pro et le perso, où on est indépendant, on choisit son temps, on choisit son lieu. On n'a pas de contraintes et je gère ma vie comme je le souhaite pour pouvoir vivre la vraie vie, la vie qu'on veut vivre avec les siens. Donc nous aujourd'hui, on n'a pas de critères, très clairement. Et pendant très longtemps, on a vu, on doit prendre des pros et aujourd'hui on voit que beaucoup d'opérateurs, venez comme vous êtes. Nous, on a toujours depuis 16 ans, on dit venez comme vous êtes et on va se charger de vous former et de vous faire réussir. Nous, qu'est-ce qu'on recherche ? Il faut aimer les gens. Charles l'a dit, on fait un superbe métier, on accompagne des familles. C'est un métier de contact. Métier de contact et on est sur des projets de vie. C'est-à-dire que la maman qui va accoucher d'un enfant, on prépare le futur appartement, la mutation, l'allocation pour le jeune étudiant. Bref, c'est souvent très très magique. Donc il faut aimer les gens, il faut aimer passer du temps avec les gens, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut aimer travailler en coopératif, parce qu'on travaille avec ses confrères, avec ses collègues, avec ses diagnostiqueurs, avec ses courtiers, avec les notaires. Donc il faut aimer. C'est pour ça qu'on dit toujours on dit toujours que l'immobilier, les gens sont tout seuls, mais non, il y a énormément de collectifs. Bien sûr, il y a un écosystème, il y a une interconnexion, donc il faut aimer travailler avec les gens. Et même nous, dans un modèle, c'était rappelé tout à l'heure, d'un modèle indépendant. Donc on dit rarement, nous on est des entrepreneurs interdépendants. Donc entrepreneur, je gère ma vie, mais je vis dans l'écosystème. C'est pas forcément des jeunes. Je suis étonné de la moyenne d'âge des embauchés, 44 ans, vous avez dit tout à l'heure. Je pensais que c'était plutôt quelque chose qui était pour lancer les jeunes, en fait. Aujourd'hui, nous, on a de plus en plus de pros immobiliers qui nous rejoignent, mais on est né dans la reconversion. La raison d'être d'IAD, c'est vraiment la reconversion, essentiellement. C'est de permettre à chacun de s'épanouir dans la transaction immobilière. Donc c'est vraiment ça, donc de permettre à chacun. Donc la reconversion veut dire qu'on a eu souvent une première expérience auparavant. Très souvent, on a rarement vu des maternités d'agents immobiliers. Donc on a souvent fait un boulot avant. Ça va venir. Donc on a fait un petit job avant. Après cette émission, vous allez voir, les choses vont changer. Non mais c'est vrai, et les jeunes d'ailleurs, c'est en alternance qu'ils apprennent ces métiers. Exactement. Pas seulement dans mon école, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans l'entreprise, sont déjà salariés. Et en même temps sur les bancs de l'école, et ils gagnent une maturité très rapidement, accélérée, en 2-3 ans. On n'entre pas dans ces métiers sans avoir une maturité, c'est tout à fait juste. Et la reconversion a toujours alimenté ces métiers. Il faut que ça continue. Toujours parce qu'il y a une notion de confiance avec les vendeurs-acquéreurs. Oui, c'est ça. Et malheureusement, pour celui qui a 19 ans, lui confier un bien de famille dans lequel on vit. Je ne sais pas que 19 ans, mais 40 ans. Le caricatural, c'est plus compliqué. C'est dommage. Ouais, on a des expériences contraires aussi. Moi, je crois que j'aime bien. Pas l'ascenseur social, mais la notion d'escalier social me convient bien, parce que l'escalier, il faut les monter quand même. C'est un peu plus fastidieux que l'ascenseur. C'est ça. Donc il y a un effort à fournir, mais on a aussi chez nous des jeunes qui intègrent parce qu'ils ont le plaisir de ce métier-là, parce qu'effectivement, il y a du sens. Et cette possibilité de faire carrière longue chez nous, c'est aussi une réalité. Nous, on a
plus de 43% de nos actuels franchisés qui sont d'anciens collaborateurs du réseau, hein, donc ils sont rentrés chez nous, parfois jeunes conseillers ou jeunes assistantes ou gestionnaires, et ils finissent franchisés propriétaires de leur agence. Voilà, donc moi j'aime bien ça aussi. Voilà. Allez, même si on n'a pas 44 ans. Petite pause, vous avez beaucoup moins. On revient à vous tous, hein, on revient dans un instant, à tout de suite. Très peu de temps, hein. Charles Marinakis est avec nous, Olivier Descamps, Henri Buzicazo et Éric Gras. Petite question sur l'intelligence artificielle, donc c'est avec vous que je voulais le voir. Est-ce que finalement, de plus en plus, hein, ça rentre dans l'immobilier aujourd'hui, ça et les influenceurs, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des influenceurs qui montent des appartements. On sent que quand même, il y a un double métier, c'est-à-dire qu'on a envie de se montrer. Est-ce que ça sert la cause ou pas? Bon, alors si je peux avoir un discours un peu archaïque, je me l'autorise. Allez-y. Il y a des fondamentaux, je pense que mes amis ne vont pas dire l'inverse. Et ces métiers de l'immobilier, transaction, gestion, tout ce que vous voulez, construction, c'est d'abord des métiers avec des gestes, des beaux gestes qu'il faut apprendre. Bon. Après, il y a des outils merveilleux. L'intelligence artificielle, c'est un outil merveilleux. On s'en est parlé il n'y a pas longtemps avec Olivier, on a débattu, si je puis dire, on était bien d'accord sur le sujet, c'est-à-dire que un négociateur, il va pouvoir faire un compte-rendu de visite, gagner du temps, le mieux structurer, etc. Bon, le rapport au langage qui est essentiel pour communiquer avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec tout ce qui est rébarbatif en fait. Oui, notamment. Et la valeur ajoutée va se déplacer, c'est-à-dire que la notion de conseil va primer et tous les outils sont là pour ça. Mais les outils, c'est pas la fin. Bon, donc il faut pas se dire que les métiers vont être transfigurés, que tout d'un coup ils deviennent intéressants. Ils l'ont toujours été. Et il y a des facilitateurs, intelligence artificielle, traitement des datas, voilà. Ça porte plusieurs noms, mais il faut dire ça. Et pour le reste, il faut être clair. Les jeunes, ils entrent directement avec ça en tête. Et bien sûr que dans les enseignements aujourd'hui, si on leur apprend pas ça, on est à côté du sujet. Olivier ce que je dis très souvent, c'est que nous, on appelle ça l'assistant intelligent plutôt que l'IA. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, ça fait partie du quotidien de tous ceux qui nous rejoignent. Les plus jeunes comme les plus âgés. Et vous savez, on est la licorne de la PropTech, la première licorne en France. Mais très souvent, je dis on est tech, mais on est d'abord humain. Nos métiers sont faits par des hommes et des femmes. Durant le Covid, personne, ou alors je veux bien les rencontrer, n'a réussi à vendre de résidence principale à distance. J'ai besoin de visiter, j'ai besoin de voir. Justement, votre modèle digital, est-ce qu'il est appelé à évoluer ou est-ce qu'on va rester justement sur le modèle plus traditionnel de visite? On peut imaginer des visites virtuelles ou est-ce que vous allez plus loin? Il y en a aujourd'hui. C'est un réseau. Nous, on est 14 000. On est 14 000 en France. On s'appuie sur des outils digitaux, des solutions digitales et aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, déjà depuis longtemps, pour rendre du temps riche à nos conseillers. Est-ce qu'on vendra en ligne 100%? J'y crois pas. Non. Vous avez déjà la réponse. Les enjeux sont tous importants. Tous les pure players, tous les pure players ont tous fermé. Donc vous avez la réponse. Tous. Les enjeux sont en fait, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire quand sont arrivés les pure players, les différentes plateformes. Moi, j'ai mes amis, c'est les agences de papa, Haussmann, Mathéos, tous les gens qui nous ont expliqué que tout ce qu'on faisait depuis 30 ans, c'était totalement nul et qu'on allait disrupter en totalité. En fait, je m'aperçois qu'à la sortie de la première crise, ils ont disparu du panorama. Donc c'est parce qu'on touche au patrimoine. Non, mais c'est parce que ce métier-là Olivier le rappelle, ne peut pas se faire à distance. C'est un métier de proximité par excellence, si vous voulez. Est-ce que on a toujours pensé que les agents immobiliers étaient des gens qui étaient ringards? Mais faites-nous la grâce d'imaginer qu'on a aussi une certaine capacité de réflexion, d'anticipation et d'organisation de nos entreprises. Pour voir qu'on l'aide pas d'ailleurs. Voilà, ça se voit très vite. Et donc on a tous les outils modernes, y compris l'intelligence artificielle, même si moi je préfère capitaliser sur l'intelligence réelle. Franchement, c'est plus sympa. Alors, il nous reste 45 secondes. Oui. Non, par contre, ce que dirait est très juste. Ne pas les avoir, c'est forcément être distancé. Bien sûr. Ne pas avoir les bons outils, les bonnes solutions, regarder avec condescendance l'IA, c'est être distancé demain. Et le sujet numéro 1, nous, on a lancé beaucoup de formations pour nos conseillers. La première des choses, c'est vous m'aidez enfin à pouvoir écrire à mes clients et à rédiger sans faute d'orthographe. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est majeur et c'est ce qui revient dans tous nos questionnaires auprès de nos conseillers. Vous m'aidez. Plus tout le temps riche qu'on va avoir. Le prédictif, l'estimation des biens, les comptes rendus de visite, bref. C'est vraiment un assistant qui va accompagner, qui va rendre... Mais le métier ne change pas. Mais le métier ne change pas. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, ça recrute à fond. Hein. Century 21, président Charles Marinakis, merci d'avoir été avec nous. Olivier Descamps, CEO du groupe IAD, ça recrute aussi.
Absolument. Merci. Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, membre du Conseil national de l'habitat, des formations à gogo avec... Ça forme beaucoup. Venez, on vous accueille. Vous allez adorer. On vous accueille encore quelques jours là, parce qu'après l'année va commencer. Et merci beaucoup Eric Grach et Indeed. Pléthore de propositions Toutes aussi. les offres, vous pourrez les trouver chez nous avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Leroy d'avoir mis en place cette émission.